Le vent hurlait comme un loup affamé, déchirant les cimes des sapins centenaires qui nous entouraient, et je sentis la main de Simon se crisper sur mon épaule, un geste qui n'était plus celui d'un guide bienveillant, mais d'un homme terrifié. « Quentin, cours !» avait-il crié une seconde plus tôt, alors que le sol se dérobait sous nos pieds dans un éboulement de roches et de boue, emportant avec lui nos sacs, nos espoirs, et le fragile fil de notre secret. Dans ce chaos, nos regards se croisèrent pour la dernière fois avant l'abîme, et je sus que cette chute n'était rien comparée à celle qui nous avait unis, 6 mois plus tôt, sur ces mêmes sentiers enneigés des Alpes françaises. Je m'appelle Quentin Duval, 28 ans, un Parisien pur jus, fils unique d'un père obsédé par les sommets et les cartes jaunies de randonnées oubliées. Mon père, Henri, avait toujours été ce genre d'homme, un ingénieur à la retraite, les yeux brillants d'aventures passées, qui préférait les pics impitoyables du Mont Blanc aux dîners familiaux tièdes. C'est lui qui m'avait traîné, enfant, dans ces forêts sombres de Savoie, me racontant des histoires de guides alpins héroïques tandis que je trébuchais sur les racines, maudissant le froid qui me rongeait les os. « La montagne te forge, fiston, disait-il, et je hochais la tête, feignant l'enthousiasme, parce que refuser aurait été trahir ce lien ténu qui nous unissait depuis la mort de maman, 15 ans plus tôt. Cette année-là, l'automne 2024, papa avait insisté pour une « grande traversée ». Pas seul avec moi, non, il avait convié Simon Lefebvre, son vieil ami d'université, ce géant blond aux épaules larges et au rire qui résonnait comme un écho dans les vallées. Simon avait 42 ans, divorcé depuis 5 ans, père d'une fille de 12 ans prénommée Léa, et il exerçait comme professeur de littérature à Grenoble. Ils s'étaient rencontrés dans les années 90, lors d'un stage d'escalade à Chamonix, et depuis, Simon était le confident de papa, celui qui l'avait soutenu quand le cancer avait emporté maman, et qui partageait avec lui cette passion viscérale pour les hauteurs. Moi, je les connaissais à peine. Quelques dîners sporadiques à Paris, où Simon me taquinait sur mon job de graphiste freelance, me qualifiant de « citadin mou » avec un clin d'œil complice. Il ignorait tout de moi, ou du moins, c'est ce que je croyais. La randonnée avait débuté sous un ciel d'azur, 3 jours plus tôt, depuis le village de Saint-Gervais-les-Bains. Papa avait loué un chalet rustique, avec cheminée et vue sur le dôme du goûter, et nous avions chargé nos sacs comme des conquérants, cordes, piolets, provisions sèches. Simon menait la marche, son pas assuré foulant les sentiers boueux, tandis que papa, essoufflé mais euphorique, pointait du doigt les bouquetins perchés sur les falaises. Moi, je fermais la marche, mon appareil photo en bandoulière, capturant ces instants fugaces pour mon portfolio des brumes matinales, des cascades gelées, des ombres allongées sur la neige éternelle. C'était censé être une escapade virile, un rituel de transmission père-fils, avec Simon en bonus. Mais dès le premier soir, autour du feu crépitant, alors que papa ronflait dans son sac de couchage, Simon s'était assis près de moi, une tasse de vin chaud à la main. « Tu es plus silencieux que d'habitude, Quentin. Qu'est-ce qui te ronge ?» Sa voix était basse, presque un murmure, et ses yeux bleus, éclairés par les flammes, semblaient percer les miens. J'avais haussé les épaules, marmonnant quelque chose sur le stress du boulot, mais il avait ri doucement, posant une main sur mon genou, un geste anodin, fraternel, qui m'avait électrisé comme une décharge. Depuis mon coming out à 22 ans, j'avais navigué dans un monde de relations éphémères, des APPS de rencontres, des nuits volées à Paris, des cœurs brisés sans lendemain. Mais Simon. Il était l'interdit incarné, l'ami de mon père, hétéro assumé, avec sa vie rangée et ses cicatrices de divorce encore à vif. Pourtant, cette nuit-là, sous les étoiles indifférentes, nous avions parlé jusqu'à l'aube. De livres il adorait Proust, moi Kerouac, de perte sa femme l'avait quitté pour un collègue plus jeune, et de Désires-tu. Quand il m'avait serré dans ses bras pour me souhaiter bonne nuit, j'avais senti son cœur battre contre le mien, un rythme syncopé qui n'avait rien de paternel. Le lendemain, la pluie s'était invitée, transformant les sentiers en ruisseaux de boue. Papa avait plaisanté sur l'authentique esprit alpin, mais Simon et moi échangions des regards complices, des sourires fugaces quand il ajustait ma corde ou quand je lui tendais une gourde. C'était innocent, me disais-je, un flirt inoffensif né de l'isolement. Mais le 3e jour, alors que nous gravissions le col de la Vanoise, papa avait glissé sur une plaque de verglas. Rien de grave ou une entorse à la cheville, mais assez pour qu'il nous ordonne de redescendre au chalet. Allez-y sans moi, les gars. Simon, veille sur Quentin. Ces mots, prononcés avec une confiance aveugle, scellèrent notre destin. Papa s'était replié au refuge le plus proche, nous laissant, Simon et moi, libres de poursuivre vers le lac glaciaire, un détour, pour les âmes jeunes. C'est là, au bord de l'eau turquoise miroitant sous un soleil timide, que tout bascula.
Nous avions étalé nos ponchos sur la mousse, déballé un pique-nique improvisé, pain, fromage, et une bouteille de Beaujolais volée à papa. Simon s'était allongé, les bras croisés sous la nuque, et avait commencé à parler de sa solitude. Après le divorce, j'ai cru que c'était fini, les passions. Léa est tout pour moi, mais... Il y a des nuits où je me sens vide, Quentin. Comme si la montagne était la seule chose qui me tenait encore debout. Sa voix s'était brisée, et sans réfléchir, j'avais posé ma tête sur son épaule. Le silence s'était étiré, chargé d'électricité, jusqu'à ce que ses lèvres effleurent mon front. Puis mon cou. Puis mes lèvres. Le baiser fut timide d'abord, exploratoire, comme deux étrangers se découvrant dans l'obscurité. Mais bientôt, il devint fiévreux, nos corps se cherchant avec une urgence primitive, les rochers froids comme témoins muets. Nous n'allâmes pas plus loin ce jour-là où la culpabilité nous rattrapa, un fantôme nommé Henri et une petite fille aux yeux verts. Mais en redescendant, main dans la main quand les sentiers se resserraient, je sus que nous avions franchi une ligne invisible. Les jours suivants, de retour au chalet, furent un tourbillon de regards volés, de caresses furtives dans la buanderie, de nuits où Simon se glissait dans ma chambre pendant que papa dormait. Il me confia ses doutes, son mariage avait été une façade, son attirance pour les hommes refoulés depuis l'adolescence dans un pensionnat catholique de Lyon. Je ne suis pas gay, Quentin, pas vraiment. Mais avec toi. C'est comme si la montagne s'ouvrait enfin. Et moi, je me noyais dans ses bras, dans son odeur de pain et de sueur, rêvant d'un futur où il quitterait tout pour moi. Naïf, romantique, américain dans l'âme, j'avais grandi sur des films hollywoodiens où l'amour triomphait toujours, même des Alpes impitoyables. Pourtant, la réalité nous rattrapa comme un orage d'été. Papa remarqua notre complicité accrue, la taquinant sur notre bromance inattendue. Simon rit, mais ses yeux trahissaient la panique. Puis, un soir, après un dîner arrosé, il m'annonça qu'il devait rentrer plus tôt. Léa avait une crise d'angoisse, un appel de l'école. C'est rien, juste une phase, murmura-t-il en m'embrassant une dernière fois dans l'ombre du porche. Mais je vis la fissure, la peur de l'engagement, le poids de sa vie antérieure. Quand il partit le lendemain, seul en train pour Grenoble, je me sentis abandonné, comme un alpiniste laissé en cordée. Papa, sentant mon humeur sombre, me serra l'épaule. Simon est un bon gars, Quentin. Il reviendra. Les amis comme lui, ça ne se perd pas. Les semaines suivantes furent un supplice. Paris me parut étouffant, ses rues pavées résonnant d'échos de son rire. Nous nous écrivions des messages codés, des photos de sommets conquis, mais il évitait les promesses. Puis, un mois plus tard, il m'invita à Grenoble. Viens ce week-end. Léa est chez sa mère. On parlera. Mon cœur bondit. J'annulai tout, pris le TGV, et atterris dans son appartement haussmannien, avec vue sur la Bastille iséroise. Ce fut une nuit d'amour total, sans retenue, nos corps entrelacés sur des draps froissés, ses murmures en français ancien, des vers de Rimbaud qu'il récitait entre deux baisers. Au matin, lové contre lui, je lui avouai tout, mon amour, ma peur, mon rêve d'une vie commune. Il pleura, me serra fort. Je t'aime, Quentin. Mais papa. Et Léa. Je ne sais pas comment leur dire. C'est là que le conflit s'installa, comme une crevasse sous la neige. Simon tergiversa, hanté par la trahison potentielle envers mon père, son ami de 30 ans. Henri m'a sauvé la vie une fois, en escalade. Comment lui dire que je couche avec son fils? Moi, je bouillonnais de jalousie envers son ex-femme, envers Léa qui le retenait comme une ancre. Nos disputes éclataient par téléphone, des accusations lancées dans le vide, des silences lourds comme des avalanches. Pourtant, l'attirance persistait, magnétique. Nous nous voyions en cachette à un hôtel à Annecy, une cabane isolée dans le Vercors, chaque rencontre plus intense, plus désespérée. Le point de non-retour survint en février 2025, lors d'une nouvelle randonnée. Papa, remis de son entorse, insista pour reformer le trio, pour clore l'hiver en beauté. Destination, le cirque de Gavarnie, à la frontière espagnole, un amphithéâtre de granit et de cascades gelées. Simon accepta, à contre-cœur, et moi, je vis cela comme une chance de confronter nos démons. Les premiers jours furent tendus, papa, radieux, narrait des anecdotes d'escalade, ignorant la tempête qui couvait entre nous. Simon et moi marchions côte à côte, nos doigts s'effleurant accidentellement, nos regards chargés de non-dits. Puis, le troisième jour, alors que nous visitions la brèche de Roland, cette arche naturelle sculptée par les éléments, un orage éclata sans crier gare.
La pluie torrentielle transforma le sentier en torrent, et papa, en tête, cria « Restez groupés ». Mais le destin, ce farceur cruel, en décida autrement. Un éboulis déclenché par un rocher délogé par l'averse nous sépara. Papa glissa en premier, emporté par la boue vers un ravin. Simon et moi, plus bas, tentâmes de le rattraper, mais la corde se rompit. Henri, hurla Simon, sa voix brisée par le tonnerre. Nous descendîmes en rappel, trempés, paniqués, pour le trouver inconscient, la jambe tordue, du sang coulant d'une plaie au crâne. Les hélicos mirent des heures à arriver, la visibilité zéro, et pendant ce temps, blotti contre un rocher, Simon sanglota dans mes bras. C'est ma faute. J'aurais dû refuser ce voyage. Je le serrai, murmurant des mots d'amour, mais au fond, la culpabilité nous rongeait tous deux. Papa survécut, évacué à l'hôpital de Lourdes, avec une fracture et une commotion. Simon et moi rentrâmes à Paris ensemble, dans un silence oppressant. C'est là, dans le train brinque-ballant, que la trahison frappa. Son téléphone vibra un message de son ex-femme, Simon, Léa a besoin de stabilité. Reviens-nous. Oublie tes folies. Il le lut, pâlit, et me dit, Quentin, je ne peux pas détruire ma famille. Pas maintenant. C'était une erreur, nous. Les mots me transpercèrent comme un piolet. Une erreur? Après tout ça, criai-je, les larmes aux yeux. Il détourna le regard, et je sus que c'était fini. La réaction de papa, encore sous morphine, avait été le déclencheur, merci d'avoir veillé sur Quentin, mon vieux. Sans toi, il était perdu. Ironie cruelle. Les mois suivants furent un enfer. Je m'enfermai dans mon atelier, peignant des toiles sombres de montagne hantées, évitant les appels de papa. Simon disparut, bloquant mon numéro, reprenant sa vie de père exemplaire. J'appris par des amis communs qu'il s'était réconcilié avec son ex, un nouveau départ pour Léa. La douleur était physique, un vide béant, comme si la montagne m'avait arraché une partie de l'âme. Pourtant, au printemps, un signe, une lettre manuscrite, glissait sous ma porte. De Simon. Pardonne-moi. Je t'aime encore, mais je ne suis pas assez fort. Vis pour nous deux. Pas de promesses, juste ces mots, et une photo nous deux, au lac glaciaire, souriant, innocent. Le dénouement vint en juin, lors d'une expo solo à Paris. Papa, en béquille, vint me voir, fier comme un paon. Tes tableaux. Il raconte une histoire d'amour perdu, fiston. Qui est-ce? Je le regardai, hésitant, puis tout déversa, les baisers, les nuits, la trahison. Il blêmit, mais ne cria pas. Au lieu de cela, il m'étreignit. Simon m'a tout avoué il y a un mois. Il pleurait comme un gosse. Il t'aime, Quentin, mais il a peur. Comme moi, après ta mère. Stupéfait, je compris, la réaction de papa n'avait pas été de colère, mais de compréhension muette. Il avait forcé Simon à choisir la sécurité, pour me protéger ou pour se protéger lui-même. Ce soir-là, je pris le train pour Grenoble. Simon m'ouvrit la porte, les yeux rougis, Léa endormie à l'étage. Tu n'aurais pas dû venir. Mais je l'embrassai, là, sur le seuil, sous la pluie fine. On recommence. Pas en cachette. Ensemble. Il résista, puis céda, ses lèvres tremblantes contre les miennes. Le lendemain, il parla à son ex, pas de réconciliation, mais une coparentalité honnête. À papa, il écrivit une lettre, assumant tout. Et moi? Je devins le beau-père improbable de Léa, apprenant à tresser des cheveux et à lire des contes, tandis que Simon et moi gravissions de nouveaux sommets métaphoriques, cette fois. Aujourd'hui, un an plus tard, nous vivons à mi-chemin, entre Paris et Grenoble, dans une maison avec jardin où poussent des rosiers sauvages. Papa nous visite, taquine Simon sur ses penchants tardifs, et Léa nous appelle, les deux papas de la montagne. L'amour, ai-je appris, n'est pas une ascension linéaire, mais un chemin sinueux, semé d'éboulis et de brouillard. Nous nous sommes perdus, oui, mais pour nous retrouver, plus forts, plus vrais. Et dans les nuits claires, quand le vent murmure aux fenêtres, je sais que tout a basculé pour le mieux à un basculement humain, imparfait, profondément romantique. Pourtant, si je repense à ces premiers jours après la rupture, c'était comme si les Alpes elles-mêmes s'étaient effondrées sur moi. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés bondés, me semblait une prison dorée, un labyrinthe de souvenirs où chaque coin de rue évoquait un fantôme blond aux yeux bleus.
Je passais des nuits entières à fixer le plafond de mon petit appartement du Marais, écoutant les sirènes lointaines et le tic-tac implacable de l'horloge, me demandant comment un homme comme Simon aussi solide, si ancré avait pu me briser d'un simple message. C'était une erreur. Ces mots tournaient en boucle, aiguisés comme des arêtes glaciaires, lacérant mon âme à chaque réveil. Mon travail en pâtissait. En tant que graphiste freelance, je dépendais de ma créativité, mais les commandes s'empilaient sur mon bureau, des mock-ups pour des marques de luxe que je regardais sans les voir. Un client, un parfumeur de la rive gauche, m'appela un matin, « Duval, tes esquisses sont plates comme une plaine flamande. Où est le feu ?» Je raccrochai, honteux, et sortis marcher le long de la Seine, où les péniches glissaient comme des rêves avortés. C'est là que je croisai Jules, un ancien flirt d'université, barista dans un bistrot branché près de Notre-Dame. Grand, tatoué, avec un sourire espiègle qui contrastait avec sa barbe hirsute, il me reconnut immédiatement. « Quentin. T'as l'air d'un zombie alpin. Un café ?» Nous parlâmes des heures, attablés sous les platanes jaunissants. Jules, ouvertement gai et fier, avait traversé ses propres tempêtes, un ex-toxique, une thérapie interminable, et ses mots étaient un baume. L'amour, c'est pas une conquête, mec. C'est une danse. Et parfois, on marche sur les pieds de l'autre. Il m'invita à une soirée queer au Globo, un club underground où la musique techno pulsait comme un cœur affolé. J'y allais, désespéré de noyer Simon dans l'alcool et les corps anonymes. La piste était un chaos libérateur, sueur, néon, baisers volés. Un danseur aux cheveux rasés m'attira dans un coin sombre, ses mains exploratrices, mais au moment où ses lèvres touchèrent les miennes, je le repoussai. Désolé. Pas ce soir. C'était Simon que je voulais, son goût de sel et de regret, pas cette pâle imitation. De retour chez moi, ivre et tremblant, je fouillais mon téléphone malgré le blocage, j'avais son profil LinkedIn, une fenêtre sur son monde. Il postait des photos anodines, Léa à un match de foot, des citations de Camus sur la liberté. Mon cœur se serra. Comment osait-il avancer sans moi? La jalousie me consumait, un feu lent qui me poussait à des actes irrationnels. Un soir, je pris ma voiture ou une vieille Peugeot cabossée et roulai jusqu'à Grenoble, 4 heures d'autoroute sous une lune accusatrice. J'arrêtai devant son immeuble, lumières éteintes sauf une au salon. Était-ce lui, seul, pensant à moi? Je klaxonnai, stupide, et une voisine apparut à la fenêtre, robe de chambre sur les épaules. « Allez-vous-en » cria-t-elle. Humilié, je fis demi-tour, pleurant sur le volant, jurant que c'était la fin. Mais la vie, dans sa cruauté poétique, avait d'autres plans. Papa m'appela une semaine plus tard, sa voix rauque de morphine et de secrets. « Viens à l'hôpital, fiston. Faut qu'on parle. » L'hôpital Saint-Louis, avec ses couloirs aseptisés et son odeur de désinfectant, me donna la nausée. Papa était alité, la jambe plâtrée relevée comme un drapeau de reddition, mais ses yeux pétillaient encore de cette lueur d'aventurier. « Assieds-toi. Et bois ça. » Il me tendit un gobelet de thé tiède, geste maternel qui me ramena à l'enfance. Puis, sans préambule, Simon m'a tout dit. Le monde s'arrêta. Je balbutiai, « Quoi? Quand ?» Papa soupira, fixant le plafond craquelé. Le jour de l'éboulis. Avant l'hélico. Il a craqué, là, sous la pluie. M'a avoué qu'il t'aimait, que c'était plus fort que lui. J'étais furieux, Quentin. Pas contre toi ou contre lui, pour avoir touché à mon fils. Mais surtout contre moi, pour avoir été aveugle. Les larmes coulaient sur ses joues ridées, et il agrippa ma main. J'ai grandi dans une France des années 60, fiston. L'amour comme le vôtre. C'était tabou, caché. J'ai perdu ta mère parce que j'ai eu peur de la vulnérabilité. Et maintenant, je vois Simon se noyer dans la même peur. Il me raconta leur conversation post-opératoire, Simon, effondré au chevet, suppliant le pardon. Papa l'avait absous, mais avec une condition, laisse Quentin tranquille. Il mérite mieux qu'un lâche. Ces mots me transpercèrent plus que la trahison de Simon. Papa, mon roc stoïque, avait choisi de me protéger en sacrifiant notre bonheur. Pourquoi tu ne m'as rien dit, murmurai-je. Il haussa les épaules. Par fierté. Et par amour. Mais maintenant, je regrette. Va le voir. Dis-lui que je sais, et que je bénis. Je quittai l'hôpital dans un brouillard, le cœur gonflé d'un mélange de rage et d'espoir.
Grenoble, encore. Cette fois, pas en fugitif, mais en messager. Simon m'ouvrit, surpris, sa chemise froissée et ses cheveux en bataille. Léa était à l'école, l'appartement imprégné d'une odeur de café brûlé. Quentin. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui tendis la lettre de papa au nom, pas une lettre, juste un mot griffonné, sois courageux, pour une fois. Henri. Ses yeux s'écarquillèrent, et il s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Il sait. Mon Dieu, il sait tout. Je m'agenouillai devant lui, prenant son visage en coupe. Et il nous veut du bien. Mais moi, Simon? Je te veux, toi. Pas à moitié. Nos lèvres se trouvèrent dans un baiser salé de larmes, désespéré, comme si le monde entier nous observait. Pourtant, ce n'était pas la fin du conflit. Simon, hanté par des années de répression, luttait contre ses démons intérieurs. Les nuits suivantes, dans son lit trop grand, il se réveillait en sursaut, murmurant des excuses à une épouse fantôme. Et si Léa me hait? Et si je te blesse encore? Je le rassurais, traçant des cercles sur son dos nu, mais la peur était une ombre tenace. Nous décidâmes d'une thérapie de couple oui, même avant d'être un couple officiel, avec une psychologue queer de Lyon, une femme aux cheveux courts et au regard perçant nommée Élise. Nos sessions étaient des catharsis, Simon déballait son enfance étouffée, ses flirts adolescents étouffés dans l'œuf, moi, mes relations superficielles nées de la solitude post-coming out. Élise nous apprit la vulnérabilité, cette danse que Jules avait évoquée, et petit à petit, nous apprîmes à marcher ensemble. Léa fut le vrai test. Quand Simon lui annonça, un après-midi pluvieux dans le parc de la Bastille, elle fronça les sourcils, sa glace à la vanille fondant sur ses doigts. C'est comme dans ce film avec les deux papas, demanda-t-elle, cet homme est déjà sage. Simon hocha la tête, la voix tremblante. Oui, ma puce. Quentin sera un ami spécial. Elle le regarda, puis moi, et sourit, tant qu'il m'apprend à escalader. Papa dit que t'es doué. Ce fut un soulagement, un pont fragile vers l'avenir. Mais le passé n'était pas mort. L'ex-femme de Simon, Claire, apprit la vérité par un commérage d'école. Elle débarqua un soir, furieuse, accusant Simon de pervertir la famille. La dispute fut épique, cris dans le salon, verre brisé, moi en spectateur muet. Tu l'as toujours su, Claire, hurla Simon. Et tu m'as quitté pour un autre. Laisse-moi vivre. Elle partit en claquant la porte, promettant une bataille pour la garde. Les mois suivants furent un calvaire légal, avocat, méditation, nuit blanche. Je soutenais Simon, cuisinant des plats réconfortants un coq au vin approximatif, appris sur YouTube, et nous rions jaunes des absurdités de la loi française sur les unions. Au milieu de ce chaos, un moment de grâce, notre premier voyage ensemble, juste nous deux, à la Côte d'Azur. Pas de montagne, cette fois la mer, pour changer. À Nice, nous marchâmes sur la promenade des Anglais, main dans la main, indifférents au regard. Simon acheta une bague simple, en argent martelé, et me la glissa au doigt lors d'un dîner au bord de l'eau. Pas un mariage, pas encore. Mais une promesse. Les vagues applaudissaient, et pour la première fois, je sentis que l'amour pouvait être léger, américain dans sa simplicité, un sunset hug, comme dans ces films que j'adorais. Papa, de son côté, se réconcilia pleinement. Il nous invita à un barbecue dans son jardin de banlieue, où il grillait des saucisses avec une canne, racontant des blagues grivoises sur les randonneurs qui se perdent dans les bras l'un de l'autre. Simon rougissait, mais riait, et je vis dans les yeux de papa une paix nouvelle, celle d'un homme qui avait transmis non seulement des cartes, mais un cœur ouvert. L'été 2025 s'annonçait comme un champ de mine, avec la bataille pour la garde de Léa en toile de fond. Claire, déterminée à protéger sa fille d'un père instable, multipliait les coups bas, témoignages de voisins sur les fréquentations douteuses de Simon, rapports psychologiques biaisés. Moi, en tant que tiers non familial, j'étais le bouc émissaire idéal, un Parisien efféminé, graphiste précaire, qui corrompait leur foyer. Les audiences au tribunal de Grenoble étaient des arènes glaciales, juges impassibles, avocats en costume sombre, et Claire, impeccable dans ses tailleurs, les yeux rougis pour l'effet dramatique. Simon, pâle et tendu, serrait ma main sous la table, son pouls un tambour de guerre. Monsieur Lefebvre, demanda le juge lors de la première séance, un homme aux lunettes pincées, comment expliquez-vous ce revirement soudain dans votre orientation? Est-ce une phase, ou une menace pour le bien-être de votre fille? Simon déglutit,
sa voix ferme malgré le tremblement, « Ce n'est pas un revirement, monsieur le juge. C'est une révélation. J'aime Quentin depuis des mois, et Léa l'adore. Notre vie est stable au plus stable qu'avant. » Claire renifla, murmurant à son avocate quelque chose sur « l'influence néfaste ». Je bouillonnais intérieurement, imaginant une avalanche engloutissant cette salle stérile. Les nuits après ces audiences étaient des rituels de guérison. Simon rentrait brisé, se jetant sur le canapé avec une bouteille de cognac. « Et si je la perds, Quentin ? Elle est tout ce que j'ai de pur. » Je le berçais, chantonnant des berceuses idiotes apprises pour Léa, et nous faisions l'amour doucement, comme pour recoller les fissures. Mais la tension montait, culminant en août lors d'une confrontation explosive. Claire surgit à l'improviste un samedi matin, alors que Léa dessinait à la table de la cuisine. « Papa a un amoureux, c'est vrai ?» demanda l'enfant, crayon en l'air. Avant que Simon ne réponde, Claire explosa, « C'est un scandale. Tu exposes notre fille à tes déviances. » Les mots fusèrent comme des éclats de glace. Simon l'a mis dehors, mais pas sans que Léa n'entende, « Maman, arrête. J'aime Quentin. Il me fait des crêpes. » Claire partit en larmes, menaçant d'une garde exclusive. Ce soir-là, Simon craqua complètement. Il but jusqu'à l'aube, me repoussant quand j'essayais de l'approcher. « Laisse-moi. Tu vois pas que je te détruis » hurla-t-il, renversant une lampe. Je m'enfuis dans la chambre d'amis, le cœur en miettes, me demandant si notre amour n'était qu'une illusion romantique, un conte de fées alpins trop fragile pour le monde réel. Le lendemain, je pris une décision radicale, partir. Pas pour toujours, mais pour respirer. Je réservai un billet pour New York. Oh oui, l'Amérique, ce mirage de liberté que j'avais toujours chéri dans mes films préférés. Un mois chez une cousine à Brooklyn, pour peindre, réfléchir, guérir. Simon supplia, « Ne me laisse pas seul dans cette tempête. » Mais je tins bon. On a besoin d'espace, Simon. Pour que notre amour survive. L'aéroport de Lyon fut un adieu déchirant, ses bras autour de moi, son parfum de pain me collant à la peau. « Reviens-moi » murmura-t-il, et je hochai la tête, les larmes brouillant la piste d'envol. New York fut un électrochoc. Les rues grouillantes de Manhattan, les gratte-ciel qui défiaient le ciel comme des pics modernes, l'énergie brute des gens, tout cela me réveilla. Je louai un atelier minuscule à Williamsburg, où je peignis frénétiquement, toiles géantes de cascades enragées, d'amants enlacés dans la brume, inspirés de nos randonnées. Une galerie du Lower East Side exposa mon travail lors d'une pop-up, et soudain, les critiques parlèrent d'un « nouveau voix queer française, dramatique et viscérale ». Des articles dans Télérama, même un podcast sur l'art et l'identité. Pour la première fois, je me sentis vu, non comme l'amant rejeté, mais comme Quentin Duval, créateur. Pourtant, la solitude piquait. Les nuits, je scrollais les photos de Simon sur un compte anonyme, lui et Léa Ozo, souriant mais las. Des messages sporadiques, « Léa demande de tes nouvelles. L'audience est reportée. Je t'aime. » Me tenait en vie. Puis, mi-septembre, un appel de papa, « Fiston, reviens. » Claire a craqué. Elle a admis en thérapie qu'elle sabotait par jalousie. La juge penche pour une garde partagée. Mon cœur bondit. Je bouclai mes valises, pris le premier vol, atterrissant à Paris sous un ciel d'octobre doré. Simon m'attendait à la gare de Lyon, un bouquet de chrysanthèmes fanés à la main, les seuls ouverts par ce temps. Nous pleurâmes, rîmes, nous embrassâmes au milieu de la foule indifférente. De retour à Grenoble, Léa sauta dans mes bras, « T'as ramené des bonbons américains. » La vie reprit, plus forte. La garde fut accordée équitablement, Claire acceptant une coparentalité civile après sa propre thérapie. Simon et moi, nous nous installâmes dans une routine, matin caféiné, soirée livre partagé, week-end en randonnée light, avec Léa en remorque. Mais le vrai climax, le cœur battant de notre histoire, survint en novembre, lors d'une retraite dans les Vosges ou un compromis entre mer et montagne. Nous avions loué un chalet isolé, pour sceller notre engagement. La première nuit, une tempête de neige nous cloua, le vent hurlant comme lors de notre éboulis fatal. Assis au coin du feu, Simon prit ma main. « Quentin, souviens-toi de ce jour où on s'est perdu ? Pas physiquement dans nos âmes. J'ai trahi par peur, mais tu m'as sauvé. » Il sortit une boîte, 2 alliances, gravées d'une cordillère minuscule. « Épouse-moi. Pas pour la loi, mais pour nous. » Les larmes coulèrent, et nous nous dîmes oui sous les flocons, un vœu intime, humain.
Pas de prêtre, pas de témoin, juste l'amour, nu et vrai. L'hiver s'installa comme un vieil ami, enveloppant Grenoble d'un manteau blanc qui adoucissait les angles de notre nouvelle vie. Le mariage ou une cérémonie civile discrète à la mairie, en janvier 2026 fut un moment de joie pure, presque hollywoodien dans sa simplicité émouvante. Papa, en smoking vintage, ajusta ma cravate avec des mains tremblantes. T'es beau, fiston. Comme ta mère l'aurait voulu. Simon, rayonnant dans un costume bleu nuit, serra Léa contre lui, qui portait une robe fleurie malgré le froid. Aujourd'hui, on est une famille pour de vrai, murmura-t-elle, et Claire, présente par courtoisie, hocha la tête, un sourire fragile aux lèvres. La réception, dans un bistrot lyonnais, fut arrosée de Beaujolais et de toast à l'amour qui escalade les sommets, lança papa, provoquant des rires cascadants. Pourtant, derrière cette façade heureuse, les ombres persistaient. Simon, malgré sa thérapie, luttait avec des rechutes d'anxiété ou des nuits où il se réveillait en sueur, hanté par des rêves de jugement parental. Et si la société nous rejette, confiait-il, lové contre moi dans notre lit au drap de lin usé. La France, progressiste en surface, cachait encore des poches de conservatisme, des regards en coin au supermarché, des remarques volées à l'école de Léa. Moi, de retour à Paris pour des commandes, je naviguais ces eaux troubles, militant discrètement pour des assauts queer, transformant ma douleur en art engagé. Une série de posters, amour perdu, amour retrouvé, fit scandale dans les rues du Marais, avec des silhouettes enlacées sur fond de chaînes de montagne. Léa devint notre ancre, une petite humaniste en herbe. À 8 ans, elle posa des questions pointues, pourquoi maman est fâchée parfois, ou, Quentin, t'as toujours su que t'aimais les garçons? Nous répondions honnêtement, Simon et moi en tandem, expliquant l'amour comme un spectre, pas une ligne droite. Elle peignit même un tableau pour notre anniversaire, deux bonhommes avec des sacs à dos, main dans la main sur un pic enneigé, titré « Les héros de la montagne ». Ce fut un talisman, accroché au-dessus de notre cheminée, rappelant que l'innocence guérit les blessures adultes. Papa, quant à lui, se métamorphosa. La retraite lui pesait, et il se lança dans l'écriture d'un mémoire sur l'alpinisme queer inspiré, disait-il, par « des amis têtus ». Nous collaborâmes, moi aux illustrations, lui au récit cru de solitude encordée. Son coming out tardif au nom romantique, mais allié fier le rajeuni, il paradait au village avec un pins arc-en-ciel, taquinant les anciens, Henri Duval, le progressiste des cimes. Lors d'une visite, il confia « J'ai failli tout gâcher, en protégeant trop. Mais voir ton bonheur. C'est ma plus belle ascension. » Claire, étonnamment, évolua aussi. Après une année de thérapie, elle nous invita à un pique-nique neutre, dans un parc de Valence. J'étais jalouse, avoua-t-elle, un verre de rosé à la main. Pas de Simon, mais de votre joie. J'ai gâché tant de choses. Nous pardonnâmes, non par faiblesse, mais par humanité, car l'amour vrai libère, même les ex. Léa, ravie, courut entre nous, unifiant les rives d'une famille recomposée. Mais le drame, inévitable dans notre saga, frappa au printemps. Simon, lors d'une randonnée solo dans le Vercors, un rituel pour évacuer le stress, fit une mauvaise chute. Pas fatale, mais sérieuse, une fracture du poignet, et une commotion qui raviva ses peurs enfouies. À l'hôpital, il délira, papa me disait que les PD finissent seuls. Je veillais, lui tenant la main valide, murmurant des promesses. On est ensemble, Simon. Pour toujours. La convalescence fut un test, je gérais Léa, les deadlines, les visites, apprenant la patience comme un alpiniste apprend les nœuds. Il guérit, physiquement et mentalement, émerge plus vulnérable, plus aimant. Cet été-là, nous partîmes en road trip américain dans l'âme, malgré la France. De la Provence aux Pyrénées, en décapotable loué, avec Léa chantant du Édith Piaf remixé. Des haltes dans des villages perchés, des dîners aux chandelles, des nuits sous les étoiles où Simon récitait du Verlaine, j'ai tant rêvé de toi que tes ombres passent sur mon mur sans toi. C'était romantique, kitsch même, mais profondément vrai, un baume sur nos cicatrices. À l'automne, un nouveau chapitre, j'ouvris un studio à Grenoble, mêlant graphisme et articles. Simon publia un essai sur l'amour tardif dans une revue littéraire, dédiée, AQ, mon sommet personnel. Papa lança son livre, un succès modeste mais cathartique. Et Léa? Elle grandit, curieuse, aimante, un pont vers l'avenir. Novembre 2025. Un an jour pour jour depuis l'éboulis qui avait tout changé. Nous retournâmes sur les lieux, Saint-Gervais-les-Bains, le chalet loué pour un week-end commémoratif.
La montagne, impassible, nous accueillit avec un froid piquant, des sapins alourdis de givre scintillant sous un soleil bas. Papa nous accompagna, sa canne claquant sur le sentier comme un métronome de résilience. Léa, emmitouflée dans un anorak trop grand, pointait les bouquetins. « Regarde, Quentin. Comme dans ton tableau. » Au lac glaciaire, là où tout avait commencé, nous nous assîmes sur les mêmes rochers moussus. Simon sortit une bouteille de champagne illégale en altitude, mais tant pis, et nous trinquâmes au passé. À nous, les perdus, dit-il, ses yeux bleus embués. Pas Paris, et au trouvé. Sans cet éboulement, Quentin serait encore un grincheux parisien. Léa fronça les sourcils. C'était quoi, l'éboulement? Nous échangeâmes un regard, et Simon expliqua, édulcoré, un gros glissement de cailloux qui nous a appris à nous serrer les coudes. Le soir, autour du feu, les histoires coulèrent. Papa raconta sa première ascension sans maman, Simon son divorce comme une descente en rappel, moi mes nuits new-yorkaises comme un exil créatif. Léa s'endormit sur mes genoux, et dans le silence crépitant, Simon murmura, « Tu sais, Quentin, j'ai trahi pas toi, mais moi-même. » En fuyant. Mais cette trahison m'a mené à la vérité. Je l'embrassai, doucement, papa feignant de s'intéresser aux flammes. C'était humain, imparfait, un amour forgé dans le feu des conflits, poli par les tempêtes. De retour à la civilisation, la vie s'écoula en un flux paisible. Mon studio prospéra, avec des collaborations inattendues, un docu sur les couples queer alpins, financé par une prodé parisienne. Simon obtint une promotion, enseignant la littérature LGBTQ+ à l'université. Papa, veuf honorifique, trouva une compagne, une veuve randonneuse, aux cheveux gris et au rire contagieux. Claire et nous, une trêve solide, avec des Noëls partagés où Léa ouvrait des cadeaux sous un sapin surchargé. Pourtant, la romance ne s'éteignit pas, elle mûrit. Des escapades volées, un week-end à Venise, gondoles et murmures, une croisière sur le Rhône, vin et valse. Simon, poète dans l'âme, m'écrivait des lettres pas des SMS, des vrais, sur papier jauni, confessant ses faiblesses, célébrant nos forces. Tu es mon dôme du goûter, Quentin, inaccessible, mais éternel. Léa, à 9 ans, devint une mini-alpiniste, nous traînant sur des sentiers faciles. Un jour, on conquéra l'Everest ensemble, clamait-elle, et nous rions, sachant que les vraies conquêtes étaient intimes. Dans ces moments, je sentais la boucle se fermer, de l'enfant traîné par son père aux cimes, à l'homme aimant guidant sa famille élargie. Aujourd'hui, assis sur notre balcon grenoblois, avec vue sur les Alpes enneigées, Simon à mes côtés, un café fumant en main, je repense à ce hook fatal, le vent hurlant, la main crispée, le cri, cours. Tout a basculé, oui ou non dans la boue et les roches, mais dans les abysses du cœur. L'amour gay, en France ou ailleurs, n'est pas un conte américain lisse, c'est un roman français, nuancé, dramatique, humain. Avec des trahisons qui enseignent le pardon, des conflits qui forgent l'empathie, des passions qui élèvent l'âme. Et si nous nous perdîmes un jour? Eh bien, nous saurons le chemin du retour. Car la montagne, comme l'amour, ne pardonne pas les erreurs, mais récompense les âmes courageuses. Fin.